chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, la mise en garde du Haut Conseil pour le climat. Il pointe du doigt les insuffisances de la loi climat et résilience. Elle ne permet pas, nous dit l'organisation, de répondre dans les temps impartis aux ambitions de l'accord de Paris. Elle pointe notamment un retard sur notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On en profite pour se poser la question du rôle des entreprises dans ces objectifs climat. 73% des Français pensent aujourd'hui que les entreprises sont capables de faire bouger les choses. Ce pourcentage tombe à 65% pour la confiance apportée à l'État pour prendre les mesures nécessaires. Ma première question est donc, les entreprises tiennent-elles selon vous un rôle central dans la transition écologique, Jérôme Dédéian? Mais en fait, si on prend la raison d'être, la vraie raison d'être fondamentale d'une entreprise, en théorie économique sèche, c'est quand même de faire du profit en produisant des biens et services qu'elle vend à des consommateurs qu'elle essaye de satisfaire. Et puis ensuite, on peut discuter de ce qu'on fait de ce profit entre le réinvestissement pour le développement de l'entreprise, le partage de la valeur avec les salariés, participation aux bénéfices, et puis l'impôt évidemment, qui finance nos infrastructures, nos services publics, et puis le dividende qui est versé à l'actionnaire pour rémunérer son risque et qui lui sert à consommer ou à réinvestir. Bon. Et donc ça, c'est la base. Alors après, on ne peut pas nier que les entreprises ont des externalités positives ou négatives quand elles font leurs activités. C'est une réalité. Et donc, elles ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi pour générer du profit. Et donc, il est normal qu'elles subissent un jeu de pression pour adapter leur mode de production en essayant de limiter leur empreinte écologique et notamment sur la thématique du réchauffement climatique particulièrement. Elles se la mettent elles-mêmes, cette pression? Alors, d'ailleurs. Cette pression, en fait, elle vient... Il y a trois facteurs de pression. Il y en a deux qui sont externes et un qui est interne. Le premier qui est externe, c'est évidemment la pression de l'écosystème de l'entreprise. La pression des consommateurs, la pression des investisseurs, la pression des parties prenantes, un peu moins des fournisseurs. Mais voilà, on est vraiment sur tous les acteurs de l'écosystème de l'entreprise qui vont exiger d'elle qu'elle se comporte de façon vertueuse de ce point de vue-là. Et puis, le deuxième facteur externe, c'est la réglementation. C'est évident, les normes progressent, elles deviennent de plus en plus contraignantes secteur par secteur sur tous ces enjeux-là. Et c'est le deuxième facteur externe qui peut faire bouger les entreprises. Et puis, il y a un facteur interne que j'aime bien citer parce qu'il est très important, c'est la posture des dirigeants ou des dirigeants qui peuvent avoir leurs propres convictions sur ce sujet-là. Voilà. Alors, en ce moment, on ne peut pas nier que ces facteurs de pression sont de plus en plus élevés. On voit très bien le développement des thématiques d'investissement socialement responsable qui deviennent une norme chez les investisseurs, chez les prêteurs et chez les investisseurs en capital. Il y a un comportement des consommateurs qui commence par le comportement d'achat, à quitter les entreprises non vertueuses pour s'orienter vers des entreprises qui correspondent mieux aux attentes, et notamment des plus jeunes, qui sont très très sensibles à ces problématiques-là. Et puis, il y a une pression réglementaire. La loi climat, qui est en cours de discussion, n'est finalement que la traduction française de directives européennes dans un cadre global d'accord, accord de Paris, etc. etc. Et qui est jugée aujourd'hui voilà. trop peu ambitieuse. Alors, par le Conseil du climat, etc. Le problème, c'est le réglage fin. C'est à quel endroit je mets le curseur. Parce que si je mets trop de pression réglementaire, je vais me retrouver avec, et que je le fais localement, je pénalise mes entreprises dans un environnement de concurrence mondialisée où finalement je vais créer un désavantage compétitif au risque de mettre en danger la santé économique de l'entreprise et toutes ses externalités positives, l'emploi, les cotisations et les impôts qu'elle paye, etc. Et donc la richesse qu'elle crée. Et puis je peux éventuellement créer des comportements déviants par des gens qui vont essayer de contourner cette réglementation en allant produire ailleurs, etc. etc. En revanche, si je ne mets pas assez de pression, eh bien, je prends le risque que, évidemment, le comportement ne soit pas bon et que donc on ait les externalités négatives qu'on redoute sur l'environnement, d'une part, et deuxièmement, qu'on pénalise la R&D, c'est-à-dire la capacité d'innovation pour essayer d'améliorer l'empreinte écologique des facteurs de production. Voilà. Et donc, c'est ce réglage fin de curseur qui est le plus compliqué, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut dire quand même que dans la totalité des émissions, on a toujours dit le logement, c'est très important, les entreprises, c'est aussi le transport maritime, notamment le transport aérien, c'est très important, et ça concerne évidemment en grande partie les entreprises, et puis l'empreinte écologique des entreprises est une part significative de l'empreinte écologique de l'humanité. Et donc, tout le problème, c'est d'être sûr que quand la réglementation arrive, elle arrive graduellement et elle arrive avec ce qu'on appelle en anglais un level playing field, c'est-à-dire des conditions de concurrence identiques pour éviter de dégrader les modèles économiques et de pénaliser nos entreprises. Nicolas Bavray, Jérôme Dédéian parle de pression sur les entreprises de la part des consommateurs, de la part des investisseurs. Les entreprises se rendent bien compte aujourd'hui que la transition écologique peut aussi être un facteur de réussite pour elles.
Bien sûr. En fait, le capitalisme du 21e siècle, il a deux grands défis devant lui, le numérique et puis la transition écologique. Et finalement, les positions sont complètement inversées sur les deux. C'est-à-dire que sur le numérique, on a eu beaucoup de marchés, ces entreprises du GAFA qui ont beaucoup innové, mais on n'a pas eu assez de régulation. Et à l'inverse, on peut dire que sur l'écologie jusqu'à présent, on a eu beaucoup de taxes et de normes, mais on n'a pas eu assez de marché. Et le marché, il est indispensable. Pourquoi ? Parce que de toute manière, la taille des investissements à faire, c'est entre 20 et 30 000 milliards de dollars d'ici à 2030, si on veut être sur la trajectoire des accords de Paris. De toute manière, ça n'est pas à l'échelle des gouvernements ou des États, même les plus riches de la planète. Et surtout, l'importance des changements à opérer suppose de faire appel au marché parce que c'est le plus puissant des leviers. Et là-dessus, quand on regarde ce que dit le Haut Conseil du climat, finalement, il rejoint la vraie critique qu'on peut faire à ce projet de loi, comme d'ailleurs à la Convention citoyenne, c'est-à-dire qu'on a une foule de... On parle de manque de vision stratégique. Exactement. Et l'autre critique qui est juste aussi, c'est la méthodologie. Quand on regarde les différentes mesures, en fait, on s'aperçoit d'ailleurs qu'elles ont des impacts assez réduits. Donc, il faut être très clair. Notre problème, la priorité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et le vrai outil économique, c'est le prix du carbone. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire bouger et les consommateurs et les entreprises. Et en fait, c'est ce qui se passe. Non seulement, les entreprises, elles subissent des pressions, mais elles se sont déjà mises en mouvement. Si vous regardez Total est en train de complètement changer de modèle économique. On a parlé de la finance. Dans la finance, la bascule s'est faite en 2018. Auparavant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qui donnaient des signaux, mais qui en revanche rebadigeonnaient à peu près les mêmes comportements, avec des géants comme BlackRock ou d'autres qui ont vraiment changé de stratégie depuis 2018. C'est vrai qu'on a changé d'univers. Et donc, au-delà... Les fonds d'investissement verts responsables étaient ceux qui avaient été le plus résilients aussi parmi ceux qui avaient été le plus résilients pendant cette crise, Jérôme Dédéian. Ouais, c'est toujours pareil. En fait, une entreprise, elle bouge parce qu'elle a cette pression-là, et peut-être des convictions aussi. Et en fait, elle le fait parce qu'il y a un intérêt économique. Si elle n'y a pas d'intérêt économique, parce que à la limite, elle peut continuer à produire comme avant et que les consommateurs sont toujours là, elle ne va pas le faire, sauf conviction du dirigeant, mais pas peut-être parfois au risque de pénaliser son modèle économique et de manquer de compétitivité. Bon. Et donc, il y a énormément... Il y a le secteur... alors, ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Hein. Il y a des secteurs qui ont une empreinte écologique bien supérieure aux autres. Le transport aérien en est un, l'aéronautique d'une manière générale. Évidemment, on vient de parler de toutes les entreprises d'énergie fossile, les pétrolières, etc., qui ont été plutôt vilipendées de ce point de vue-là et dont on se rend compte, je suis tout à fait d'accord, qu'elles sont en train de faire un virage extraordinaire. On va se rendre compte du gisement de valeur que les pétrolières, l'exemple de Total est vraiment emblématique, sont en train de créer à côté de leur métier traditionnel et qui ont vocation à se substituer progressivement à leur métier traditionnel. Il y aura une révolution dans le transport maritime, j'en suis intimement persuadé. Il est extraordinairement polluant et il y aura une révolution parce que la technologie va arriver, mais elle arrivera parce que ce sera rentable de faire des efforts de R&D parce que la pression réglementaire aura progressivement obligé les entreprises et les constructeurs à s'adapter. On pourrait citer d'autres exemples, il y en a un que j'aime bien, c'est toute la R&D qui a lieu en ce moment sur le changement complet de paradigme de motorisation des avions. C'est extraordinaire. Les prototypes de moteurs à rotor externe qui vont consommer beaucoup moins, qui vont faire moins de bruit, donc moins de nuisances sonores, etc. C'est peut-être dans 10, dans 15 ans, mais ça va révolutionner le transport aérien et peut-être lui redonner finalement un caractère acceptable, notamment pour... je vois ça notamment chez les générations les plus jeunes, dès qu'ils refusent désormais de prendre l'avion parce qu'ils considèrent que c'est vraiment scandaleux, etc. Alors j'ai beaucoup de mal avec leur vision de décroissance, hein. C'est peut-être un truc de vieux. Néanmoins, je pense qu'ils nous disent quelque chose sur la nécessité que cette pression réglementaire progressive permette à la R&D d'ajuster et au génie humain et à la loi du marché de faire le reste. Il nous reste une petite minute. J'aimerais quand même qu'on parle aussi des plus petites entreprises, des TPE, PME, et pas des grands groupes. Ont-elles les moyens, les ressources, elles aussi, d'activer, d'enclencher cette transition écologique ? Elles sont importantes, elles font partie du tissu économique français aussi. Alors, évidemment, elles font partie du tissu économique et elles sont aussi une partie de la solution parce que dans ce qu'on rappelait sur les innovations, il y en a toute une partie qui passe par des start-up. Et quand on regarde aujourd'hui en matière d'environnement,
on a notamment en Europe une extraordinaire vitalité. Donc, on en revient toujours à ce fait, il faut qu'il y ait les deux piliers. Incontestablement, il faut qu'il y ait des signaux forts qui soient donnés par les États. Les taxes, les normes, mais surtout le prix du carbone, qui est pour l'instant l'énorme faille. Et il faut faire confiance au marché ensuite pour enclencher. Et la dernière chose importante, c'est que l'Europe a une vraie carte à jouer dans ce domaine. On voit que l'administration Biden veut rattraper le retard des États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu en Chine avec Xi Jinping qui a annoncé la décarbonation pour 2060, c'est que les Chinois qui étaient longtemps réticents ont complètement changé. Et donc, ils pensent que l'Occident est décadent, qu'on a raté les guerres toutes perdues, enlisées du début du XXIe siècle, qu'on a perdu la maîtrise du capitalisme en 2008, qu'on a perdu le système de la santé, le contrôle de la santé publique en 2020. Et donc maintenant, ils veulent prendre la maîtrise de l'environnement. Le message est très clair. Je pense que c'est aux Occidentaux maintenant effectivement de se réveiller. Il y a de vraies armes. Et je le répète, l'arme du marché est indispensable. Sans le marché, on n'y arrivera pas. Jérôme Dédé, il nous reste quelques secondes. Pour conclure, une vision peut-être d'entrepreneur un peu plus microéconomique. Dans une de mes entreprises qui, comme vous le savez, fabrique de la confiture artisanale un peu haut de gamme en Bretagne, qui s'appelle la Cour d'Orgère, on a un virage qu'on a vraiment organisé, mais ça demande vraiment de le penser et de le mener de façon rigoureuse et progressivement. Un virage qu'on a enclenché à la demande de nos consommateurs et aussi par conviction, les deux se croisent, d'approvisionnement local, éviter de transporter si possible des fruits sur des centaines de kilomètres, etc. Et puis, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour inciter nos consommateurs à rapporter les pots dans les boutiques pour les recycler mieux, les pots en verre pour les réutiliser, en essayant de trouver une façon de minimiser les coûts de transport et ça va peut-être nous coûter plus cher sur le coût de la matière première, enfin de la fourniture du pot en verre. Et pourtant, si notre compte d'exploitation est capable de l'absorber et que ça ne nous met pas en danger économiquement, ça peut être un geste qui commence vraiment en balayant devant sa porte, quoi. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à notre premier débat.